Aujourd'hui, de nombreuses nouvelles importantes nous parviennent d'Ukraine. Alors que les pourparlers de paix s'effondrent et que la diplomatie s'efface, la Russie passe à l'action. Avec des troupes fraîches, des armes lourdes et un calendrier politique favorable, Moscou a lancé ce qui semble être la phase d'ouverture de sa très attendue offensive estivale. Récemment, la proposition de Donald Trump d'organiser des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine au Vatican d'ici la fin du mois de mai a été rejetée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Ce dernier a estimé que le Vatican était une option irréaliste pour mener des négociations, avançant comme prétexte qu'il serait inélégant pour deux pays orthodoxes de discuter sur une plateforme catholique. Trump a déclaré aux dirigeants européens que Vladimir Poutine n'avait pas l'intention de mettre fin à la guerre, les Russes étant convaincus qu'ils sont en train de gagner. De son côté, Poutine a affirmé que la Russie devait élargir sa zone tampon le long de la frontière ukrainienne pour des raisons de sécurité et souhaite que cela soit pris en compte dans de futures négociations. Par ailleurs, lors des pourparlers de paix à Istanbul, des diplomates russes ont même menacé de s'emparer de deux régions ukrainiennes supplémentaires, en laissant entendre qu'il s'agirait de Kharkiv et de Soumy. L'armée russe est ainsi attendue pour une nouvelle offensive dans ces régions, où l'offensive estivale est déjà en cours. Andriy Pomaebu, chef d'état-major de la 13e brigade de la garde nationale ukrainienne, a confirmé que les Russes préparaient une offensive d'envergure allant au-delà de leur objectif initial de zone tampon à Kharkiv et Soumy. Des commandants ukrainiens ont également confirmé que les Russes se préparaient à déployer jusqu'à 50 000 soldats supplémentaires pour cette offensive à venir, avec encore 4 mois de conditions météorologiques favorables pour la mener. Alors que les préparatifs de l'offensive russe devenaient évidents, les forces ukrainiennes ont commencé à cibler les concentrations de troupes ennemies le long de la frontière Kharkiv-Soumy. Des images géolocalisées provenant de la direction de Kharkiv ont confirmé le déploiement par les Russes de systèmes d'artillerie thermobarique TOS-1, rarement utilisés sauf lors d'opérations majeures, car l'onde de choc de ces explosions peut facilement traverser les murs et les bunkers fortifiés. Les Ukrainiens ont rapidement détecté l'un de ces puissants systèmes et ont immédiatement dirigé des drones FPV pour frapper et détruire la cible, empêchant ainsi son utilisation contre les positions ukrainiennes. Lors d'une autre attaque de précision, les forces ukrainiennes ont frappé un poste de commandement russe clé à l'arrière, situé dans la ville de Rilsk, éliminant le commandant adjoint de la 40e brigade de marine, Alexandre Danilov. De telles frappes de décapitation sapent la planification russe en perturbant les structures de commandement et en retardant la coordination des assauts à venir. Par ailleurs, les Russes ont mené une attaque mécanisée de la taille d'une compagnie sur la ville de Liptsi afin de tester d'éventuels points faibles dans les défenses ukrainiennes. Il s'agissait de la plus grande attaque dans la direction de Kharkiv observée depuis des mois, les Russes déployant des chars, des BMP, des CAD et des motos pour attaquer les positions ukrainiennes. Cependant, l'attaque, qui reposait fortement sur l'effet de surprise, avait été anticipée par les Ukrainiens, qui avaient déjà suivi les redéploiements russes et préparé leurs forces. En quelques minutes, les unités russes ont été décimées par des tirs d'artillerie coordonnés et des frappes de drones, détruisant 9 BMP, 8 motos et CAD, ainsi qu'un char, avant même que l'assaut russe ne puisse franchir la frontière. En plus des véhicules, les Russes ont perdu jusqu'à une centaine de soldats tués et blessés lors de l'attaque, dont seuls quelques-uns ont pu s'échapper vivants. Jusqu'à présent, les attaques russes dans cette zone se limitaient à de petites offensives d'infanterie pure, menées sous forme de harcèlement, ce qui fait de cette escalade soudaine un signe fort que la Russie pourrait effectivement se préparer à une offensive plus large. Cependant, les Ukrainiens ne sont pas seuls, car l'Europe se réveille et augmente massivement sa production de défense. Comme vous vous en souvenez peut-être des rapports précédents, l'UE a déjà fourni plus des 2/3 des 2 millions d'obus d'artillerie promis à l'Ukraine, l'Allemagne augmente massivement le développement et la production de drones HX-2 guidés par l'IA, et la France comme le Royaume-Uni envoie également des centaines de systèmes d'artillerie automoteurs à l'Ukraine. Ces évolutions, parmi tant d'autres, augmentent considérablement l'arsenal et les capacités de l'Ukraine, la plaçant dans une position bien plus forte pour repousser l'offensive russe de l'été. Globalement, les Russes intensifient leurs attaques de reconnaissance et renforcent leurs dispositifs militaires en vue d'une offensive estivale en Ukraine, après avoir rejeté toute proposition de cessez-le-feu. L'augmentation de l'aide militaire de l'Union européenne à l'Ukraine leur permettra de contrer d'importants assauts russes avec une densité de feu accrue grâce à l'artillerie, aux drones, aux munitions, aux défenses aériennes et aux équipements lourds fournis par l'UE. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.